merci déjà à Paolo d'être ici. Et on aura donc l'intervention de Frédéric Boccara, qui est donc économiste, qui fait partie des économistes atterrés et membre du PCF revendiqué, puisque bon, on peut être économiste, intellectuel et militant politique, hein, et c'est pour nous très important. Et d'ailleurs responsable de la commission économique du PCF. D'ailleurs rédacteur aussi de la revue Économie et Politique, qui est une revue importante dans la scène intellectuelle et politique française. Donc je voulais ouvrir cette soirée. On aura après donc un camarade de Syriza qui va arriver avec un tout petit peu de retard, mais il va être là, il va nous donner son point de vue, donc Nestor Nestoriadis, il va donner son point de vue sur les premières mesures pour la gestion de cette crise de la dette, si, comme tous on l'espère, Syriza accède au gouvernement hellénique dès lundi prochain. Donc je voulais ouvrir juste en disant deux mots quand même sur nous qui organisons cette soirée. On est donc le Circolo Carlo Giuliani du Partito della Riformazione Comunista. Et disons, on a historiquement depuis 2008 au moins organisé pas mal de ces débats, et notre caractéristique c'est d'être internationaliste, disons, et pratiquer l'internationalisme sur notre connexion particulière de transalpine entre la France et l'Italie. Des exemples de ces débats qui ont été faits dans les années passées ont été des débats très suivis, notamment sur la question des métallurgistes, l'industrie lourde en France et en Italie. Donc il y a eu Giorgio Cremaschi qui est venu juste ici dans cette salle, avec en présence bien sûr de syndicalistes de la CGT, de Florange en particulier. D'autres exemples bien sûr qui nous lient aux camarades de français sur les luttes contre les grands travaux inutiles, en particulier des camarades de Notave sont venus ici toujours dans cet endroit, et on a lié cette lutte à la lutte disons emblématique française contre les grands travaux inutiles. Il y avait donc des représentants des Notre-Dame-des-Landes, et c'était une soirée aussi très réussie. On est présent tous les ans à la fête de l'humanité. Dernièrement, dans cette dernière année, on s'est beaucoup mis en coordination avec les autres partis et sections de la gauche européenne présentes à Paris, donc nos camarades spécialement de Syriza, mais aussi de Izquierda Unida et plus récemment de Podemos. Et en particulier, on a fait un débat autour de la précarité à la fête de l'humain cette année, qui a été, disons, très intéressant, avec des interventions, disons, à plusieurs voix. Ce soir-là, on est autour donc de ce thème de la dette, mais aussi, naturellement, pas la dette en soi uniquement, puisque ce n'est pas que l'aspect comptable qui nous intéresse, mais c'est l'aspect plutôt politique de cette question. Donc le livre de Paolo, naturellement, nous donne une illustration déjà historique et une analyse de la situation de notre pays, l'Italie, mais qui est emblématique, parce que rappelons-le, l'Italie c'est quand même la troisième économie de la zone euro, c'est le deuxième pays industriel d'Europe après l'Allemagne, en termes de production de biens du secteur industriel. Donc disons, l'exemple italien est très particulièrement emblématique de ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait quelques dizaines d'années qu'en fait l'Italie a anticipé, disons, les politiques qui sont contenues dans les traités européennes, tels que le traité, disons, par exemple sur la stabilité et coordination et gouvernance, qui est connu comme disons, le pacte budgétaire, le six-pack, etc. Paolo va nous en donner l'illustration. Maintenant, pourquoi on fait ce débat et pourquoi on pense que c'est intéressant? On le voit, là on est à un point charnière quand même dans l'histoire du continent. En Grèce, il y a des élections qui vont se jouer sur cette question, sur la question de la politique économique, du néolibéralisme et de sa vision du monde et de notre continent, qui est de fait a été hégémonique jusqu'à présent. Et c'est une première possibilité de remise en cause de ce modèle qui, à travers l'État plus au sud et plus à l'est du continent, peut effectivement contaminer potentiellement la discussion. Naturellement, nous, la discussion, on aime aussi la faire de façon contradictoire et de façon, en termes de créer des liens et créer pratiquement cette coopération internationale que les communistes appellent depuis si longtemps. Mais on sait que sur ces questions de comment
adresser la problématique de la sortie de cette crise politique, idéologique, économique et donc sociale, on n'est pas tous d'accord. On n'est pas tous d'accord, on a un terrain commun, mais on a aussi des divergences. Et c'est bien justement qu'on fasse ce discours de fond, parce qu'au moment où on devra se solidariser avec ce qui se passe en Grèce, et demain on l'espère en France ou en Italie, on devra avoir clair la direction, hein, on devra savoir où est-ce qu'on va. Donc c'est bien d'analyser les questions et de discuter. Donc on va essayer de discuter. Naturellement, Paolo va donner un petit peu, on ne va pas appeler ça la ligne, mais disons l'idée qui est sous-jacente dans la discussion dans la gauche italienne, qui, rassurez-vous, existe, malgré sa non-représentation, disons, électorale, institutionnelle. Naturellement, on va se concentrer aussi sur la question du fait que ces réponses ne doivent pas être simplement comme le propose, disons, la droite extrême, ou voire même des mouvements populistes pas très identifiés, comme des sorties traumatiques ou traumaturgiques de l'euro, de l'Europe, qui pourraient, par leur même avènement, nous libérer de liens. Paolo le démontre très bien dans son livre, et on va le discuter, comme ces mécanismes viennent de bien plus loin de la construction de l'Union européenne, et on va justement discuter. Donc, Paolo et après Frédéric. Donc Frédéric prendra un petit peu la deuxième partie du débat et nous parlera aussi de quelle est la discussion sur le terrain en France. Et on verra un petit peu les analogies et différences au sein du Front de gauche en particulier, sur les scénarios de sortie de cette crise. Quand on dit sortie, on est sorti de l'euro. Justement, on est contaminé par aussi un petit peu une vision populiste de la chose. Donc là, on est là pour aller au-delà de ça. Et bon, je passerai donc la parole à Paolo Ferrero, qui vraiment, ça nous fait beaucoup de plaisir le fait qu'il soit là. Donc, va parler un petit peu en français et un petit peu en italien. Paolo est francophone, mais bon, il y a des choses sur lesquelles il vient des vallées vaudoises du Piémont, n'est-ce pas? Donc, quand même, le français est proche, terre occitane. Et donc, Paolo, juste pour vous rappeler un petit peu, donc, il vient déjà... politiquement, disons, déjà personnellement, Paolo était ouvrier à la Fiat de Torino. Et il a été mis en chômage technique je ne me souviens plus, en cassa integrazione, ouais, dans les années 80, j'imagine. Merci. Après, politiquement, il est responsable dans le syndicat, dans la CGIL, et naturellement dans la branche correspondante. Et surtout, politiquement, il vient d'un mouvement qui s'appelait Democrazia Proletaria, donc était un parti de la gauche non Partito Comunista Italiano, donc de la nouvelle gauche, qui a eu et qui a, disons, porté une parole, disons, novatrice dans la gauche italienne pendant une vingtaine d'années, jusqu'à 91, où le Parti communiste italien donc, se dissout, change de nom, passe en Parti démocrate de gauche, et naît de fait par le mouvement de la Rifondazione Comunista l'idée de refonder en Italie un parti communiste nouveau sur des nouvelles bases. Et Democrazia Proletaria, qui naturellement était loin d'être un mouvement stalinien, vous l'aurez compris, se dissout et se fond dans le mouvement de la Rifondazione Comunista. Donc c'est avec toute une cohérence. Si on veut faire une boutade, disons, ça a été un petit peu une opération politique telle que Syriza l'a été en Grèce, mais avec trop d'anticipation. Trop tôt, c'était trop tôt. C'était précoce. Non mais voilà, je voulais juste provoquer. Ouais. Et donc voilà, on en est là, et Paolo, entre-temps, donc à l'intérieur de Rifondazione Comunista, il y a eu une direction longue de Fausto Bertinotti, comme vous le savez. Ceci étant dit, en 2006, Paolo est élu au Parlement, et tout de suite démissionne, d'ailleurs, pour devenir ministre. Donc ça a été d'ailleurs le seul, je crois, à ma connaissance, ministre communiste après le gouvernement d'unité nationale juste après la guerre. Donc, ministre de la Solidarité sociale, en particulier, s'occupait des questions de la dépendance des drogues et notamment des politiques de migration.
hein, pendant 2 ans, pendant le deuxième gouvernement Prodi. Après, naturellement, on sait l'histoire récente italienne, vous êtes des affûtés connaisseurs de l'histoire politique italienne, la Rifondazione Comunista, de fait, disparaît du Parlement quelques années après, et bon, Rifondazione Comunista reste quand même le seul parti qui tient un petit peu la flamme en Italie d'une gauche, disons, communiste, et non seulement d'une gauche communiste non, disons, autoréférentielle, donc avec une vision continentale et novatrice. Et d'ailleurs, nous, on n'est plus content maintenant, hein, parce que la dynamique qu'on avait choisie, les choix politiques se révèlent, hein, en Grèce surtout, mais dans tout le continent, on espère, juste en quelque sorte. Bon, je passe donc la parole à Paolo. Bonsoir à tous et à tous, merci alle camarades del Circolo di Rifondazione Comunista, merci à Bocara pour être ici et merci à vous. Et dans l'introduction, il y a une seule bêtise, je ne suis pas francophone comme langage et vous allez apprécier ça parce que j'ai jamais étudié le français et en maison j'ai jamais parlé français, alors c'est pas très bon, hein, c'est un peu... Et en plus, c'est difficile pour moi de parler d'économie en français parce que une chose c'est aller au café à prendre une bière et une autre chose c'est parler du produit de l'intérieur brut et des choses comme ça. Bon, alors je cherche de parler français, vous faites des signes si on ne comprend rien parce que ça veut dire que je ne parle pas français et je partage mon intervention en 3 questions. La première, c'est parce que j'ai écrit ce livre-là. Moi, je ne suis pas un économiste, parce qu'un dirigeant politique communiste se va occuper de la question de la dette. La deuxième, c'est l'analyse qu'il y a dans le livre sur la dette italienne. Et parce que le titre du livre, c'est la truffe, la tromperie de la dette publique, parce que on dit ça. Et la troisième, c'est quelques mots de... ligne politique, de proposition politique comme sortir de la crise. Bon, la première chose, c'est ici. En Italie, pas dans tous les pays européens c'est la même chose, mais en Italie, il y a un peu d'années que c'est clair qu'il n'y a plus un débat politique parce que toutes les propositions politiques sont coupées dans la discussion économique. Par exemple, moi je propose dans le débat qu'il faut faire un plan pour le travail, pour donner du travail à 1 million de personnes, ou qu'il faut faire un argent de poche, un argent pour les chômeurs. Il n'y a aucun en Italie qui dit que c'est pas correct. Tout le monde dit, bon, c'est bien ça, mais ce n'est pas possible, parce qu'il n'y a pas d'argent. Et nous avons une dette publique énorme, et quand un enfant va naître, bien. Et j'allais à mettre quelques mots italiens dans le discours. C'est plus facile et vous entendez tout et ça va bien comme ça. Et quand un enfant va naître, a déjà 30 000 euros de dette sur ça. Alors, ça, c'est le problème. Et la question de la dette publique en Italie, c'est le vrai principe organisateur de la discussion publique parce que tout dépend de ça. Et alors, moi, je pensais une chose, que si on veut faire politique, si on veut changer les choses, c'est pas suffit de faire des propositions, mais il faut mettre en discussion le principe ordinateur. Marx, il avait dit l'idéologie dominante, le et en Italie, cette question de la dette est très puissante, et particulièrement avec le gouvernement de Monti, il a pris une connotation, on peut dire, religieuse. Parce qu'il y a la dette, et la dette, c'est une colpa, une faute des Italiens. Et s'il y a de la dette, c'est parce que les Italiens en mangé trop, ils en fait carnevale, on dit en italien. Et
Et le peuple a cette folie, colpa-là. Et les politiques et les politiciens, ils ont permis ça. Et alors, ça veut dire que la démocratie n'est pas bonne parce que les politiciens, pour avoir les votes, ils vont faire des choses mauvaises qu'après, ils ont porté ce résultat, la dette énorme. Alors, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est la dette, il y a parce que les syndicats en demandaient trop, parce que tout le monde est allé en retraite trop vite. Et alors, si les jeunes sont chômeurs, la colpa, le faute, c'est allemand. La faute, c'est les pères et les grands-pères. Et alors, ce n'est pas un problème de capitaliste ou de politique néolibériste et tout ça. La faute, c'est de la génération avant et des politiciens qui ont fait tout ça. Ça, c'est le discours. Et alors, qu'est-ce que va faire le gouvernement? Le gouvernement des techniciens va imposer des sacrifices, terme religieux complètement, parce que c'est nécessaire de changer tout. Et la ministre du Travail, quand il va élonger l'âge pour la retraite de 6 années, 7 années, il pleure. Parce que c'est clair que la ministre n'est pas contente de faire ça, mais il fait ça parce que nous ne sommes pas bons à faire ça. C'est une fonction religieuse complète. C'est un discours religieux. Et les marchés sont présentés comme des divinités. Il ne faut pas disturber les marchés, il ne faut pas faire peur à les marchés, parce qu'autrement, il y aurait le spread qui va à non. C'est un discours complètement métaphysique où le gouvernateur a une fonction religieuse et les peuples doivent suivre la nouvelle vague, on peut dire, de cette chose-là. Alors bon, ça, c'est la motivation idéologique de tout, sur les retraites, sur couper le welfare state et toutes les choses, et qu'il va justifier le chômage. Alors, pour ça, moi, j'ai commencé à étudier beaucoup plus qu'avant les questions d'économie, parce que c'est nécessaire pour détruire cette idéologie générale, c'est nécessaire de détruire l'idéologie de la neutralité et de la naturalité de l'économie. Il ne faut pas faire des choses trop lourdes, mais Marx, il a écrit le Capital, et le sous-titre, c'est pour la critique de l'économie politique, parce qu'il avait le même problème, de détruire la objectivité, la neutralité de la motivation idéologique de l'économie. C'est la première question pour un communiste pour chercher de changer quelque chose. Bon, c'est pour ça que c'est le deuxième livre d'économie que j'écris, parce que je crois que les clerges, ils utilisent un langage très difficile. C'est plein de paroles anglaises. On dit des mots que le peuple ne comprend rien. Et alors, moi, je crois que le problème, c'est de permettre à tout le monde de comprendre qu'est-ce que c'est l'économie. Ce n'est pas très difficile. Ce n'est pas plus difficile de les... come si chiamano? Gli schemi di gioco delle squadre di calcio. Non, tout le monde, le lundi matin, il discute dans le bar, dans le café, il dit, bon, celui-là, il devait jouer comme ça. L'économie, ce n'est pas très plus difficile de ça. Mais il y a un analphabétisme du discours économique qui rend la chose seulement pour le clergé. Et alors, moi, je crois que notre problème, c'est de rendre compréhensible au peuple
la discussion sur l'économie et de détruire les choses mauvaises qu'il y a là-dedans. C'est pour ça que le deuxième livre, je fais sur la dette. Je viens à la deuxième question, la critique de la dette publique italienne. Alors, je m'excuse parce que c'est un thème très spécifique, mais la dette italienne n'a pas toujours été haute. Jusqu'en 1981, le rapport entre dette publique et produit intérieur brut, PIB, c'est de 60%. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Entre le 1981 et le 1992, le rapport passe de 60% à 120%. Ça va redoubler en 10 années. Et après, le rapport reste plus ou moins 120, 110, 100% et jusqu'à maintenant que 130% dans les années de la crise. Alors, moi, l'analyse, je fais une analyse entre le 1981, quand ça commence à monter, jusqu'à 2007, ça veut dire l'année avant de la crise. Pour avoir de dates objectives, il ne doit pas être possible de dire, mais tu prends les dates sur la crise pour montrer une thèse un peu particulière. Alors, je prends cette année qui sont des années, on peut dire, normales dans le développement. Bon, pourquoi la dette va faire cette augmentation dans le 1981 au 1992? Ce n'est pas une augmentation de la spesa, de la dépense publique. Ce n'est pas ça la question plus grande. Il y a, mais il ne va pas justifier ça. La différence, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1981, l'Italie paye de intérêts sur sa dette un taux d'intérêt plus bas de le taux d'inflation pour toutes les années après la Deuxième Guerre mondiale. Dans le 1981 au 2007, l'Italie paye un taux d'intérêt sur la dette de 4,2% en plus du taux moyen d'inflation. Et ça, c'est le camarade grec. Viva Syriza. Oh, je crois. C'est pas un grand problème. Le problème, c'est de prendre le train de l'histoire, c'est pas d'arriver à la réunion de ce soir. Et je crois que Syriza a pris le train de l'histoire, et alors ça, c'est bon. Alors, le problème, c'est l'augmentation de le taux d'intérêt qui sont augmentés très, très, très grand. Pourquoi ça? C'est clair, il y a un contexte international. Le réganisme, Madame Thatcher et tout ça. Mais la chose qu'il y a été en Italie, c'est la séparation entre le ministère du Trésor, le ministère de l'économie italienne, le gouvernement italien et la banque centrale italienne. Ça veut dire la banque qui va imprimer l'argent en Italie. Pourquoi cette chose-là va modifier la question? Parce que avant de la division entre la Banque centrale et le gouvernement, quand le gouvernement italien il a besoin d'argent, il fait un accord avec la Banque centrale sur le taux d'intérêt de le titre de dette. De dette. Voilà. Et la banque, on va faire l'ast pour vendre ce titre de dette, l'enchère. Et les banques privées vont acheter ce titre. Et la banque
d'Italie, la banque publique, on peut dire, est obligée d'acheter à le taux d'intérêt fixé tous les titres qui ne sont pas vendus à les banques privées. Ça veut dire que dans cette situation, ce n'est pas possible d'avoir la spéculation sur les titres parce que la Banque centrale italienne garantit d'acheter les titres au prix fixé avant. Après de la séparation entre la Banque centrale et le gouvernement, la Banque centrale n'est plus obligée d'acheter les titres d'État. Ça veut dire que les banques privées qui achètent les titres d'État, ils commencent à tirer sur le prix. À dire, tu as besoin d'argent parce que tu as les retraites à payer, tu as de payer la santé, tout ça. Et alors, tu dois donner des taux d'intérêt plus hauts. Et ils commencent à faire la spéculation, c'est ça. Et dans 1981, les taux d'intérêt, ils passent au-dessus du taux d'inflation. Et l'Italie commence à payer des taux d'intérêt absurdes sur son dette. J'ai fait l'addition. Dans le 2007, la dette publique italienne, c'est de 1500 milliards d'euros. Les intérêts supérieurs à le taux d'inflation payé par l'État italien entre le 1981 et le 2007, c'est de 1750 milliards d'euros. Ça veut dire que toute la dette publique italienne a été créée par les intérêts énormes payés après la séparation de la Banque d'Italie et le gouvernement. Pourquoi dans le 1992 la dette va plus augmenter, mais il reste, ça fait comme ça la dette. Il augmente en 10 années, il double, et après il reste plus ou moins. Parce que dans le 1992, il y a le gouvernement Amato, le monsieur c'est une discussion s'il va faire le président de la République, qu'il a fait une stangata, on l'appelle en Italie, je ne sais pas comment on l'appelle en France. Une manœuvre d'austérité très dure, ça fait 90 000 milliards de lire. Et il va changer les mécanismes pour la retraite, pour la santé publique et tout ça. Et il va couper l'échelle mobile, que c'est un mécanisme qu'il a lié en Italie, historiquement, les salaires avec l'inflation. Ça veut dire qu'il va couper les salaires de les ouvriers et à couper la dépense publique. Dans le 1992, dans les bilans de l'État italien, il y a, dans le budget, il y a un avanzo primario, excédent primaire. Ça veut dire qu'avant de payer les intérêts sur la dette, le budget est positif. Et ça veut dire qu'en Italie, on dépense de moins pour la dépense publique, tout compris la dépense sociale, mais aussi la dépense militaire ou pour les voleurs. On parle beaucoup de la corruption italienne, tout compris, corruption compris. C'est de 1992 que le bilan italien est inactif. Ça veut dire les taxes que les Italiens, les impôts, sont plus hauts de la dépense de l'État. Je fais l'addition, l'excédence primaire de 1992 au 2007, c'est de 492 milliards d'euros. Vous comprenez? 500 milliards. Ça veut dire que l'Italie a toute la dette due au taux d'intérêt incroyable qu'on a payé et en plus
on a eu 500 milliards d'euros qu'on n'a pas dépensé pour les Italiens, pour la dépense italienne, et qu'ils sont allés dans les poches des spéculateurs et tout ça. Première chose. Deuxième chose, si on veut baisser la dette italienne, il faut baisser les taux d'intérêt. Pour exemple, dans le 2014, l'Italie a payé plus ou moins 80 milliards d'intérêts sur sa dette. Le taux médium d'intérêt, c'est du 4%. Maintenant, si une banque privée italienne il veut d'argent dans la Banque centrale européenne, il paye un taux d'intérêt de 0,05%. Quand j'ai fait la première édition du livre, il était à 0,15%. Mais maintenant, c'est 0,05%. C'est pas négatif, mais c'est gratis. Oui, c'est négatif avec l'inflation, mais c'est un taux à zéro. Ça veut dire que si l'Italie pouvait prendre l'argent directement dans la Banque européenne et pas faire le tour que la Banque européenne donne l'argent à les banques privées. Et les banques privées achètent les titres de l'État. Mais s'il pouvait directement, l'Italie paye 1 milliard d'euros d'intérêt et pas 80 milliards d'euros. Ça fait 79 milliards de différence qu'ils vont directement à la spéculation. Et ça fait complètement le déficit italien. C'est beaucoup de plus de le déficit italien. Ça veut dire avoir d'argent pour faire des choses. On comprenait. Bon, alors moi je dis, nous disons, le problème, c'est pas de couper la dépense sociale. Le problème, c'est de couper les spéculateurs et les taux d'intérêt très hauts. Et j'ai aussi fait l'addition sur à qui ils sont allés cet argent-là. Alors, plus ou moins, la dette italienne, c'est pour le 40% dans les mains des institutions financières internationales. C'est pas tous les années la même chose, hein, mais plus ou moins. Les 40% pour des banques italiennes, 3, 4, 5% dans la banque italienne, centrale italienne, la banque publique. C'est plus public là, mais la banque centrale italienne. Et les 15-20% dans les familles. Alors, moi, je fais une hypothèse que les familles ont acheté les titres de l'État dans la même proportion de son richesse. Alors, en Italie, le 10% plus riche de la population a le 50% de la richesse. Et les 50% plus pauvres ont le 10% de la richesse. Alors, si on fait cette chose-là, sur les 1750 milliards d'euros d'intérêts payés en plus du nécessaire, le 92% est allé dans les poches des banques et de les 10% plus riches de la population italienne. Les 2% est allé dans les poches de 50% plus pauvres de la société italienne. Ça veut dire que c'est un énorme mécanisme pour prendre l'argent dans les poches du travailleur qu'il paye le 80% des impôts de l'État. Parce que c'est l'autre question, c'est ici. Jusqu'à une année passée, chaque travailleur ou chaque retraité, on dit retraité, il paye progressivement les impôts. 22, 32, 42%. Marchionne, le chef de la Fiat, qui est payé avec les actions de la Fiat, il paye le 12,5% flat tax sur ces 5 millions d'euros qu'il va prendre. Oui, c'est des revenus du capital. Alors, ça veut dire que les ouvriers, les retraités, ils payent les taxes progressivement. Et l'argent de ces taxes, ils sont pris pour donner d'argent à les autres.
Alors, la question de dette, il commence à être une chose un peu différente que tous les jours la télé va dire, parce que ça veut dire que la dette a été faite, construite par une décision politique de séparer la Banque centrale italienne de le gouvernement, de donner la souveraineté sur la monnaie plus à l'État, mais à les banques privées, parce que c'est comme ça. Et cette dette est construite dans cette façon-là. Il n'est pas lié à la dépense sociale, mais à les intérêts. Et les intérêts sont allés dans les poches des riches et des banques, des institutions financières. Ça, c'est la motivation parce que j'ai écrit ce livre-là, pour donner d'argumentation à les camarades dans les discussions, à dire non, c'est pas vrai qu'il faut couper la santé publique pour résoudre le problème de la dette. Il faut couper les spéculateurs. Bon, j'ai terminé la deuxième partie, il y a beaucoup plus de choses, mais c'est pas... pour donner seulement un mot, avanzo primario. L'excédent. Excuse-moi, mais non. Je ne sais pas si c'est pédagogique. Je crois qu'en Italie, on appelle ça artériosclérose. Ça veut dire qu'on n'a plus l'excédence primaire italienne dans le 1992 en avant, c'est beaucoup plus haut de l'excédence primaire allemande. Nous sommes les pays en Europe qui a consolidé l'excédence primaire plus grand. C'est complètement le contraire de quoi on dit tous les jours. Et c'est pour ça qu'en Italie, c'est impossible d'avoir un développement économique. Parce que l'État italien, ce Keynes disait que l'État doit faire une dépense en plus de quoi la société peut faire. En Italie, tous les années, il y a 80 milliards d'euros qui sont pris dans l'État à la société italienne. Ils ne sont pas mis. Ils sont pas fait circuler. C'est impossible d'avoir une croissance économique. C'est clair, la motivation. Alors, il y a aussi cet aspect-là de cette opération économique. Bon, je me ferme ici. La troisième question, et je termine. Dans cette situation, nous disons, c'est clair que c'est nécessaire. Ah, je dis encore un mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'euro est pour tous les pays européens une monnaie étrangère, ça veut dire que les peuples et les États n'ont pas la souveraineté sur la monnaie. Pour l'Italie, et pour la France aussi, parce que la division, on l'a fait aussi en France, mais c'est déjà vrai avec la lira, parce que c'est dans le 1982 que l'Italie a plus la souveraineté sur la monnaie et qu'il doit acheter la monnaie sur le marché. Alors, ça a une conséquence parce que tout le monde tout ce qu'il dit, bon, le problème c'est seulement l'euro. Il y a des choses qui sont de vérité, mais il y a aussi de choses fous parce que c'est déjà avant que la monnaie il fonctionnait dans cette façon-là. Et alors le problème, c'est pas la monnaie tout seul, le problème c'est les politiques néolibéristes qu'ils donnent la souveraineté sur la monnaie à les marchés, à les banques, à les institutions financières et ils élèvent la souveraineté à les États. C'est ça le problème, pas la monnaie en soi. Bon, c'est les politiques économiques. Alors, dans cette situation, notre proposition sont de dire, bon, c'est clair que c'est nécessaire que la Banque centrale européenne va fonctionner
comme tous les autres banques centrales du monde. Ça veut dire qu'il peut financer directement les États. C'est clair, ça c'est la première question. Pourquoi c'est bon la proposition de dire au moins la moitié, mais ça serait correct de dire toute la dette publique doit être achetée par la banque et garantie par la Banque européenne, pas sur les différents États comme ils disent maintenant à Francoforte. Deuxième, que c'est nécessaire avoir, c'est clair que la monnaie unique, ça porte davantage pour les pays avec une productivité plus forte et il porte de problèmes pour les pays plus faibles, c'est clair. Et il n'y a plus la possibilité de faire des dévaluations compétitives. Alors ça, pour maintenir la monnaie unique, c'est nécessaire d'avoir un mécanisme d'ajustement et de transférer des capitaux du centre à la périphérie. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et alors, ça veut dire que la BEI, la Banque européenne des investissements, doit faire des investissements en particulier sur les pays qui sont plus faibles dans ce mécanisme-là, pour construire un mécanisme d'équilibre dans une situation où l'euro va augmenter les différences à l'intérieur de l'Europe. Et ça veut dire faire le New Deal européen de l'Europe. Ça veut dire faire un plan du travail pour l'Europe. Et nous, dans cette façon-là, nous pensons que le problème, ce n'est pas de dire au centre, c'est nécessaire d'avoir une crescita, une croissance quantitative générique, parce que ce n'est pas ça le problème. L'Italie a 40 millions d'autos. Moi, j'ai travaillé chez Fiat, mais je ne pense pas que la perspective pour le socialisme, c'est d'avoir 60 millions d'autos. On ne connaît plus où mettre l'auto. Il y a des problèmes. Alors, nous disons, le problème, c'est de faire le travail qui sont nécessaires sur le plan social, sur le plan de reconversion écologique de les productions et de diminuer très lourdement l'horaire de travail. Parce que le chômage est dû pour une partie pour la crise, mais d'une grande partie est dû à l'augmentation de la production du travail. Et c'est normal que quand la population, les peuples, la collectivité, a besoin d'avoir la satisfaction, plus ou moins, des besoins primaires, ça veut dire la maison, l'hôpital, la voiture, la bicyclette, la moto et tout ça, c'est normal qu'il y a une tendance au consommation qui va augmenter très durement. Mais quand on a résolu les problèmes primaires, c'est normal que la demande, il ne va pas continuer dans cette façon-là. Déjà maintenant, dans la Chine, il va diminuer cette incrémentation. Il y a des demandes différentes. Il y a une demande, par exemple, de relaxation. Il y a une demande que la santé publique ne va pas considérer seulement un numéro, mais une personne. Et tout ça. Ça veut dire que c'est nécessaire pas d'avoir le 4, le 100% par année de croissance. C'est nécessaire de faire une réduction de l'horaire de travaux et de voir collectivement quelles productions sont nécessaires pour faire quoi et tout ça. Ça, c'est le problème. Bon, je vais pas plus long. Ça, c'est le modèle. Comment on arrive là, dans cette situation ici, où en Europe, nous avons les plus criminels
classe dirigeante de le monde, du tout le monde, parce que c'est comme ça. Il n'y a aucun autre pays qui font. Et comme on va dans cette situation ici à la proposition possible. Parce que moi, je crois que maintenant, c'est clair, la crise, ce n'est pas une crise de pauvreté. C'est une crise où la possibilité de production du capitalisme est énorme et le mécanisme du profit ne permet pas d'utiliser cette richesse au faveur du peuple, mais seulement pour une petite partie très petite, et il détruit les conditions de reproduction de la société pour les autres. Et c'est un capitalisme qui pose la question de Rosa Luxemburg, socialisme ou barbarie, je pense. C'est ça la question qu'on a. Il détruit tout. Bon, je parle pas de politique ce soir. Alors, on ne va pas sur ce côté-là. Et alors, ça veut dire que notre proposition est possible à faire. Aussi parce que l'Europe est le plus grand marché du monde et le plus grand producteur du monde. L'Europe, telle qu'elle. Ça veut dire que si l'Europe va choisir de règles, l'Europe a le pouvoir d'imposer dans le marché mondial une possibilité différente de le WTO ou de le TTIP ou les autres propositions qu'il marche maintenant. C'est possible. Et l'Europe a le pouvoir de faire ça. Et c'est pour ça que nous ne disons pas de sortir de l'Europe, mais nous disons qu'il faut changer l'Europe. Parce que l'Italie, il n'a pas le pouvoir de faire ça tout seul. L'Europe, oui. Alors, il est nécessaire de changer, on dit renverser comme un calzino, come si dit, une chaussette, l'Europe. Il faut renverser comme une chaussette l'Europe. Il ne faut pas faire comme il dit Madame Le Pen, de sortir. Mais comme on arrive là, nous, on dit qu'il faut avoir deux pieds, marcher sur deux pieds. Une est l'utilisation complète de la souveraineté nationale qu'il y a pour pas appliquer les mauvais traités européens. Ça veut dire, moi j'ai utilisé en Italie le fait que M. Hollande n'a pas respecté les 3% du déficit. Et je dis, bon, la France, il ne va pas respecter les plans pour rentrer dans le traité. Il n'y a aucun qui est allé en France avec les tanks pour impedir ça. Ça veut dire que aussi l'Italie doit faire ça. Et tous les pays doivent faire ça. Parce que s'il est fou la ligne du 3%, c'est nécessaire de brûler cette ligne-là. Quand Alexis Tsipras dit qu'il ne va pas à poser l'application du mémorandum que la Troïka a imposé à le gouvernement de la Grèce, il dit une chose. La première chose, c'est à niveau de chaque État national de forcer la situation. Après, dans le livre, j'ai aussi fait une proposition sur comment éviter que la spéculation internationale puisse faire une spéculation sur la dette italienne. Mais ce n'est pas la question principale. J'ai proposé une forme de nationalisation de la dette avec des émissions de titres d'État à circulation nationale avec un taux d'intérêt très bas. Et c'est une forme de double circulation monétaire pas déclarée. Mais pour dire que moi je pense que dans cette confrontation entre État national et Commission européenne, il y a beaucoup de lignes où on peut voyager contre l'esprit des traités, mais pas complètement au dehors des traités. Par exemple, l'Allemagne est un
actifs structurels d'exportation il y a d'années. Ça, c'est une violation des traités complète. Parce que le traité, il dit que ce n'est pas possible qu'un pays a plus de 6% d'exportation structurelle à les autres pays pour d'années différentes. Il n'y a aucun qui ne dit rien à Mme Merkel pour ça. Et c'est un des problèmes de l'Europe, c'est ici. Parce que c'est clair que c'est les Grecs, ils doivent acheter les laits Allemagne, il doit changer les lois grecques pour rendre fraîches les laits allemands de 7 jours. Parce qu'ils ont fait ça quelques mois passés. Mais c'est un des problèmes de l'Europe, c'est l'exportation allemande. Ils violent les traités et aucun ne dit rien. Alors, moi, je dis, c'est nécessaire de violer la logique, l'esprit néolibériste des traités, mais d'utiliser tout le pouvoir qu'il réside, si vous voulez dire comme ça, de chaque État, d'un côté. Et de l'autre, il faut construire un mouvement antilibériste européen. Ça veut dire le parti de la gauche européenne, mais pas seulement le parti de la gauche européenne, le GUE. Il faut construire un mouvement antilibériste à niveau syndical dans toute l'Europe. Je crois, nous pensons qu'il faut faire les deux choses ensemble. Et c'est pour ça que la première chose à faire, après du 25 prochain, c'est d'organiser dans chaque pays pas seulement la solidarité avec le gouvernement grec, mais c'est d'expliquer à les ouvriers français, italiens et allemands et tout ça, que la possibilité de changer les choses en Italie, en France, ou tout ça, c'est que le gouvernement de Syriza peut faire ce qu'il va dire. Parce que, et ça serait la question que nous avons dans les prochaines semaines, sur le périodique, journaux, ils disent, si maintenant ils sont en train de chercher de couper le gouvernement de Syriza tout de suite, avec la question de l'exportation des capitaux de la Grèce au dehors, et M. Draghi, qu'il ne veut pas donner, il ne veut pas acheter une partie de la dette grecque. Ça veut dire qu'ils vont à chercher de couper le gouvernement tout de suite. Et les journaux, ils disent, le coût de cette question de la dette grecque va à peser en Italie, ils disent 800 € pour chaque citoyen. C'est complètement fou, ça. Parce que c'est vrai que par exemple, la Banque centrale européenne va prendre toute la dette grecque, il n'y a aucun coût pour l'Europe. Parce que c'est possible, on peut dire, l'euro va être un peu plus dévalorisé. Mais ça, c'est seulement bon pour l'Europe, parce que l'Europe a un problème de valeur trop haute de sa monnaie. Ce n'est pas un coût. Et la dévalorisation de l'euro peut augmenter un peu l'inflation. Et c'est un problème de l'économie européenne qui est une déflation maintenant. Alors, moi, je crois que dans les prochaines semaines, notre responsabilité politique, c'est d'aller à dire à notre peuple que la possibilité que Syriza fait son programme et la possibilité de changer les choses en Italie, en France et dans tous les autres pays. Et ce n'est pas vrai que c'est un coût pour les autres, parce que autrement, c'est possible d'avoir une politique économique que c'est à somme positive, à bilan positif, que ça va être positif pour tout. Exactement comme le New Deal, pour utiliser un langage keynésien, était positif pour les États-Unis. Il n'a pas résolu toutes les questions, mais il était positif. Alors, j'ai terminé. Notre proposition à la fin, c'est cette ici. Il faut marcher sur 2 pieds, pas un seulement. Il n'est pas suffit de dire qu'il faut aller à Bruxelles abattre des points sur la table. Non, parce que la Merkel n'a aucun intérêt à changer les choses. Et il va te dire non.
C'est pas suffit de faire les choses pays pour pays, parce que un seul pays n'a pas la force. C'est sûr que la Grèce n'a pas la force de renverser tout d'un seul. C'est nécessaire de faire les deux choses ensemble. Et moi, je crois que ça, c'est le projet que nous devons avoir. Dans tout ça, il va rester, et c'est clair que ça veut dire changer les traités de Lisbonne, de Maastricht et tout ça, ça veut dire changer complètement. Là. Dans tout ça, c'est possible que l'Europe que nous connaissons va... c'est possible. Il faut voir. Notre proposition, c'est de ne pas détruire l'Europe, c'est de la renverser. Mais c'est clair que la bataille est très dure. Et moi, je crois qu'à la fin, l'intérêt de l'industrie allemande, ce n'est pas nécessairement contraire à la possibilité de renverser les politiques européennes. C'est sûr que le risparmio, l'épargne allemande est aujourd'hui contraire à changer quelque chose. Mais c'est pas... Moi, je pense que c'est... on peut dire qu'il y a des contradictions du front adversaire, on peut dire. Comme on peut dire que les choses que Obama, que ce n'est pas communiste ni socialiste, ils disent sur l'économie, en rapport à l'Europe, il y a plus de... c'est plus près à les choses que nous disons nous, qu'il dit Syriza, que pas les choses qu'il dit Mme Merkel. Et aussi, je me ferme, quelques mots du Fonds monétaire international. D'un côté, ils disent non, les Grecs, ils doivent respecter ce qu'ils ont firmé, tout ça. Mais de l'autre, ils disent l'Europe, il doit changer la politique économique. Parce que dans le monde, l'Europe est un problème avec ces politiques. Alors moi, je pense ça, que nous avons la force, le pouvoir, si dans tous les pays, on fait tout ce qu'on peut, et à niveau européen, on fait le mouvement général, moi je crois qu'il y a suffisantes contradictions dans le front bourgeois, on avait dit un temps, pour changer les choses. Moi je crois ça, et c'est pour ça que je crois que la possibilité de Syriza, c'est il va ouvrir une nouvelle phase. Ça serait responsabilité notre et pas seulement des camarades grecs de faire que cette phase se va ouvrir complètement. Et ça va passer dans quelques mois.